Voilà, on va poursuivre donc avec Florence Lewis, qui est docteur en psychologie à l'Institut depuis de nombreuses années. Et d'ailleurs enchantée, parce que Oui, c'est incroyable, mais il y a encore des gens dans oui, l'Institut que je c'est découvre, ce et que je donc me dis aussi. c'est tant mieux, hein, voilà, on a encore Ce plein sont de les occasions. bonnes surprises. Donc Florence s'est intéressée notamment à l'anxiété pendant le cancer, également aux soins supportifs, aux soins de fin de vie. Et dans ce cadre-là, je pense que c'est dans ce cadre que vous vous êtes intéressée en particulier à l'hypnose, dont on va parler maintenant, qui est une des pratiques aussi auxquelles on peut penser dans ces deux grands symptômes qu'on aborde aujourd'hui. Voilà, je vous laisse la parole. Un tout grand merci pour votre introduction. Et oui, c'est grâce notamment au travail avec certains des collègues qui sont présents que, voilà, que j'ai pu développer cette technique qui peut être très utile. Alors, ben, comme ça a été mentionné pour le yoga, avec l'hypnose, on peut aussi avoir un certain nombre d'a priori. Souvent, quand on pense à l'hypnose, on pense à ce genre de choses-là. Évidemment, l'hypnose dont je vais vous parler aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce qu'on peut représenter, ce que représentent ces images, puisque là, c'est plutôt de l'hypnose de spectacle, l'hypnose du musical, qui consiste surtout à faire rire, à divertir. C'est plutôt une hypnose de fascination pour laquelle il peut y avoir une certaine emprise. Et on considère souvent ce type d'hypnose comme une hypnose autoritaire, puisqu'on demande à la personne de faire telle ou telle chose de façon assez ferme. Moi, je vais évidemment vous parler plutôt de l'hypnose médicale, qui est tout le contraire, qui est plutôt une hypnose permissive. Si je dois le résumer très très court, c'est l'idée de proposer une série de suggestions que le patient va choisir ou non. Alors donc c'est quoi l'hypnose? Eh bien, en fait, c'est un processus naturel. Vous avez déjà tous été dans un état d'hypnose ou dans un état hypnotique, soit en pratiquant l'hypnose, soit sans vraiment le savoir, sans le vouloir. Si je vous donne un exemple, c'est notamment lorsque vous empruntez un chemin au volant de votre voiture que vous connaissez très bien, tout d'un coup vous vous rendez compte que vous avez fait 5 ou 10 kilomètres sans vraiment vous en rendre compte, ben vous êtes dans un état de conscience modifié, puisque c'est ça l'hypnose, c'est un état de conscience modifié. Ou lorsque vous êtes absorbé par un super bon bouquin ou un chouette film, où vous avez l'impression d'être dans l'histoire et d'être tout à fait ailleurs, ben c'est ça un état de conscience modifié. Ou encore lorsque vous êtes à un repas de famille, tout le monde discute dans tous les sens, vous continuez à entendre les voix tout d'un coup et puis il y a votre esprit qui vagabonde ailleurs. Vous pensez, on donne souvent l'exemple de la liste de courses. Moi, je donne parfois l'exemple de la belle-mère qui est un peu ennuyante durant le repas de famille. Eh bien, c'est ça l'état de conscience modifié, c'est à la fois être ici et ailleurs. Donc, c'est un mode de fonctionnement psychologique par lequel un sujet, en relation avec un praticien, fait l'expérience d'un champ de conscience élargi. Alors, il faut 3 composantes essentielles pour parler d'hypnose: une absorption de l'attention par une ou plusieurs tâches. Donc, c'est vraiment une hyper concentration, une hyper focalisation. Ce qui fait que d'ailleurs qu'avec certains symptômes, on est déjà dans cette hyperfocalisation. Si je vous parle d'anxiété ou de douleur, généralement quand on est très anxieux ou très douloureux, eh on est déjà hyper absorbé par la douleur ou par son anxiété. Donc on est déjà dans une forme de transe hypnotique négative. Donc on est déjà dans un état de conscience modifié qu'on va essayer de transformer en transe hypnotique positive. Deuxième composante, c'est la dissociation psychique. C'est ce que je vous expliquais, c'est à la fois d'être ici et ailleurs. Donc on n'est pas tout à fait coupé de l'environnement dans lequel on est installé, mais on est aussi plongé ailleurs en esprit. Et puis une suggestibilité accrue, puisqu'on est beaucoup plus attentif et réceptif aux propositions que notamment un thérapeute peut proposer. Et donc, on va passer d'une attention généralisée analytique, hein, qui fait référence au raisonnement, à la logique. Là, si je vous propose de regarder cette pièce, d'observer la couleur des murs, la taille des fauteuils, la façon dont je suis habillée, ne le faites pas trop parce que sinon ça va me mettre mal à l'aise, ou voilà, toutes ces choses que vous pouvez observer, ça c'est plutôt une approche analytique. Alors qu'en hypnose, on va plutôt aller vers une attention restreinte. C'est exactement ce que ma collègue vous a proposé lors de l'exercice de méditation. On va plutôt porter l'attention sur l'expérience, la sensorialité, sur l'imaginaire. Alors en hypnose, le professionnel va proposer des suggestions plutôt de changement, tant au niveau des sensations, des perceptions, des pensées et des comportements. Et donc l'hypnose permet d'accéder simultanément au corps et à l'esprit sans les dissocier,
ce que provoque souvent le cancer, hein, plutôt une dissociation entre le corps et l'esprit, alors que l'hypnose va plutôt rassembler. Je vous disais, puisque c'est quelque chose, c'est un phénomène assez naturel, donc c'est un talent qu'on a tous en nous. Alors certains y arrivent de façon très rapide, de façon assez spectaculaire, et d'autres ont besoin de beaucoup s'entraîner. Ça a été mon cas, donc je le dis toujours très volontiers à mes patients. J'ai une de mes collègues qui m'a notamment formée, qui a été assez assidue parce que j'ai beaucoup résisté. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'ensuite on n'accède pas à cet outil avec beaucoup de plaisir. C'est un état transitoire et réversible, hein, parce que ça c'est souvent une question que les patients nous posent. Est-ce que je vais sortir de l'hypnose? Est-ce que je ne risque pas d'y rester? Qui est plutôt agréable et qui diffère du sommeil. Là aussi, hein, beaucoup de patients expriment la peur de s'endormir. Ça arrive parfois, c'est pas très grave d'ailleurs. Mais généralement, l'état d'hypnose est plus proche du rêve et de la rêverie que du sommeil en tant que tel. Alors, on va parler d'auto-hypnose et d'hétérohypnose. Hétérohypnose, c'est l'hypnose ou un état hypnotique qui est induit par un thérapeute, quel qu'il soit. La plupart des praticiens en hypnose sont plutôt des psychologues cliniciens, mais ça peut être aussi d'autres soignants, bien évidemment. Et l'auto-hypnose, c'est l'hypnose que l'on pratique par soi-même et qui permet d'ailleurs le plus d'autonomie dans la pratique par la suite. Et donc l'hypnose est souvent considérée comme une alternative ou une approche complémentaire qui est à la fois sûre et efficace aux approches pharmacologiques et notamment dans la prise en charge des troubles anxieux et dépressifs. Maintenant, si je plonge plutôt dans le contexte de l'hypnose en oncologie, en fait, c'est assez vieux, comme vous le voyez. La première trace de l'utilisation de l'hypnose en oncologie date de 1829 par le docteur Chapelain en chirurgie mammaire. Alors aujourd'hui, c'est bien sûr largement développé, puisque en oncologie, c'est considéré comme un outil complémentaire aux approches médicales et psychologiques. Il y a beaucoup d'indications de l'hypnose dans la prise en charge des patients atteints d'un cancer, à la fois dans la gestion des symptômes. L'hypnose est particulièrement utile dans la gestion des nausées, des vomissements, de la douleur, de la fatigue, des bouffées de chaleur et aussi dans l'accompagnement de soins douloureux, mais ça je vous en parlerai un peu plus loin. Dans le cadre de la dépression émotionnelle, si on résume sous la forme de symptômes anxieux et dépressifs, dans le cadre d'insomnie, de détresse spirituelle, et elle peut être proposée tout au long du parcours médical, dès la phase de mise au point diagnostique, lors notamment des examens qui sont réalisés dans la phase de mise au point, pendant les traitements, après les traitements, jusqu'en fin de vie. Et j'ai presque même envie de dire qu'on peut même proposer l'hypnose, d'ailleurs ça a été évoqué, je pense, dans le cadre de la méditation, même en amont du développement du cancer, dans notamment l'apprentissage de comportements de santé adaptés et dans la prévention de certains risques, de facteurs de risque du cancer, tels que par exemple l'hypnose peut accompagner dans le cadre d'un arrêt tabagique ou dans le cadre d'une perte de poids quand il y a une obésité médicale. Alors, j'ai pas beaucoup l'occasion de développer avec vous ce soir les mécanismes de l'hypnose, mais si je vous en nomme les principaux, si je parle d'abord des mécanismes neurophysiologiques, bien tout d'abord, notamment le professeur Fémonville, c'est peut-être un nom que vous connaissez ou dont vous avez déjà entendu parler, qui est vraiment une pionnière de l'hypnose en Belgique et pas que, bien au-delà, qui est anesthésiste à Liège et qui donc a démontré lors d'IRM fonctionnel qu'il y avait notamment sous hypnose une diminution de l'activité de l'amygdale et du cortex somatosensoriel. Et donc, on peut comprendre que l'hypnose, du coup, module les circuits de la peur au niveau cérébral. L'hypnose module également les marqueurs neurophysiologiques du stress, tels que le cortisol, le rythme cardiaque ou la variabilité cardiaque. Et puis, certains auteurs ont également montré que l'hypnose permettait de reconfigurer certains circuits neuronaux, et notamment avec cet auteur qui a montré que l'hypnose permettait une modulation de la réponse à la douleur et à l'anxiété via la neuroplasticité. Alors, il s'agit d'une très 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 vieille étude qu'à l'époque le professeur Fémonville nous avait montrée, mais que je trouve qui est toujours très utile juste à observer. Donc, c'est une étude de Mackay qui a comparé 3 groupes de sujets dans le cadre d'un rappel de souvenirs de vacances. Un groupe de sujets à qui on demandait en fait de ne pas faire grand-chose, c'est-à-dire de se reposer puisqu'on leur faisait passer une bande-son à l'envers. Un autre groupe de sujets, on leur demandait de se rappeler leurs vacances en se remémorant des images de leurs vacances. Et un troisième groupe où on proposait aux personnes de se remémorer leurs vacances, mais en étant dans un cadre d'une hypnose guidée. Et donc là, les images au-dessus montrent surtout une comparaison des 2 groupes, donc imagerie mentale et l'état hypnotique. Et vous voyez qu'en fait, au niveau cérébral, ce n'est pas du tout les mêmes aires cérébrales qui sont activées sous hypnose en comparaison de l'imagerie mentale. Et notamment, on voit que sous hypnose, c'est à la fois les aires visuelles,
les aires responsables des sensations et de la motricité qui sont activées sous hypnose. Donc en fait, alors que le patient est immobile, eh bien, les aires cérébrales de la vision, de la motricité et des sensations sont activées comme si en fait il était en mouvement dans son lieu de vacances. Donc c'est ça la grande différence avec une imagerie, c'est pas simplement se rappeler ou voir une image, c'est vraiment le vivre comme si on y était. D'ailleurs, je dis souvent à mes patients que je leur propose souvent de voyager, c'est souvent une métaphore qui parle beaucoup sous hypnose, mais c'est un vrai voyage même en termes de mouvement que l'on peut faire. Alors au niveau des mécanismes plus psychologiques de l'hypnose, eh bien l'hypnose va permettre, ce que je vous disais justement, une décentration, puisqu'il y a cette hyperfocalisation, que ça soit sur l'anxiété, sur la douleur ou sur d'autres symptômes. L'hypnose va permettre de décentrer du moins une partie de l'attention du symptôme vers quelque chose de plus agréable ou vers quelque chose de neutre et de réorienter cette attention. L'hypnose permet généralement de diminuer la réactivité émotionnelle, donc on va voir qu'avec une certaine pratique, les personnes peuvent ressentir des symptômes anxieux, notamment moins intenses qu'auparavant, donc ils vont avoir une intensité plus faible. L'hypnose permet également d'arrêter ou du moins de réduire les ruminations anxieuses et les pensées catastrophisantes que l'on peut avoir quand on a une anxiété assez élevée. L'hypnose permet également de réinterpréter, de revoir les choses sous un autre angle, de prendre du recul et du coup d'être beaucoup plus ouvert au changement et à d'autres pistes de solutions. L'hypnose renforce la flexibilité cognitive et puis chose très importante en oncologie, c'est que l'hypnose permet de redonner un sentiment de contrôle au patient qu'il a souvent l'impression d'avoir perdu, avec un corps qui a trahi, un corps qui fait mal, un corps qui n'a pas voilà, mentionné qu'il y avait quelque chose de dangereux qui se passait. Et donc ça peut vraiment donner l'impression, pas que l'impression d'ailleurs, redonner le sentiment à la personne de reprendre du contrôle sur son corps, sur ses sensations, sur ses émotions, et donc de favoriser son autonomie. Dernier élément, j'en parlerai aussi, l'hypnose peut également intervenir comme une forme de prévention du traumatisme, notamment lors d'examens ou d'actes invasifs, puisque en permettant que l'examen ou l'acte se déroule bien, eh bien, ça permet de prévenir des vécus qui peuvent être très douloureux, voire traumatisants par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on sait de l'efficacité de l'hypnose en oncologie? Là, je m'appuie aussi sur cette dernière revue de la littérature de Carlson qui s'est basée sur 9 RCT entre 2005 et 2021. Ce que cette revue a surtout montré, c'est une efficacité de l'hypnose pendant les traitements actifs et plus particulièrement pour réduire les symptômes anxieux pendant les procédures de mise au point diagnostique et de traitement, et notamment donc lors de la mise au point de Portacat. La revue a aussi montré une efficacité de l'hypnose sur la gestion de l'anxiété et des douleurs pendant les soins, a souligné l'intérêt d'offrir des outils numériques pour permettre aux patients de mieux appliquer et plus aisément à domicile, notamment l'hypnose. Et puis, comme ça a été mis en évidence dans d'autres pratiques avant, l'hypnose souvent est considérée comme ayant peu d'effets indésirables, voire même certaines études n'en montrent aucun. Alors très clairement, donc il y a une efficacité sur la détresse, sur l'anxiété notamment liée aux soins et aux actes médicaux invasifs, mais pas uniquement puisque l'hypnose permet aussi d'agir sur la détresse générale liée à la maladie et en particulier après les traitements, c'est ce qu'a montré cette revue de 2017. Et là, je vous montre rapidement une étude qu'on a réalisée, bon, qui n'est pas toute récente non plus en 2016, mais juste pour vous montrer qu'on avait comparé 2 interventions de groupe pour les patients atteints d'un cancer du sein après les traitements. À gauche, je ne vais pas vous détailler ce graphique d'ailleurs qui devrait être un peu plus attractif, mais à gauche, c'est un groupe de parole classique, donc sans intervention, sans stratégie particulière. À côté, à droite, c'était une intervention de groupe basée sur des techniques cognitivo-comportementales et sur l'hypnose. Et donc, vous voyez, on a placé des patients dans une tâche de régulation de l'anxiété. On leur demandait d'apaiser leur anxiété. Eh bien, donc, vous voyez en haut, par les petits astérix, à la fois sous hypnose, une diminution de l'anxiété au niveau psychologique, sous forme d'échelle visuelle analogique, mais également ici au niveau du rythme cardiaque, donc au niveau plutôt de l'anxiété physiologique, une diminution quasiment à tous les points. Ce que l'on sait aussi des études qui ont été réalisées autour de l'hypnose en oncologie, c'est que les effect size parfois peuvent être très larges, mais globalement, voilà, dans la synthèse, les effect size sont parfois encore trop faibles à modérés. Donc, il y a aussi un intérêt de construire des interventions plus efficaces et plus robustes. Ce qui a été démontré, c'est qu'il y a une plus grande efficacité de l'hypnose qui est transmise par un praticien, par un professionnel,
plus l'auto-hypnose que l'auto-hypnose seule. Maintenant, clairement, ce n'est pas faisable de proposer à chaque patient sur le long terme à la fois l'hétérohypnose et l'auto-hypnose, tant en termes de temps qu'au niveau financier. Donc l'idée serait d'abord, idéalement, de, de développer des stratégies d'hypnose avec les patients par l'accompagnement d'un professionnel, d'aider le patient à développer des stratégies d'auto-hypnose pour qu'on puisse ensuite il puisse le pratiquer seul et notamment sans être dépendant d'un thérapeute. Un petit point parce qu'une des revues de littérature a aussi comparé l'efficacité de l'hypnose, en oncologie à la fois chez des enfants et chez des adultes. Sans grande surprise, il y a une bien plus grande efficacité chez les enfants, ça pourra vous intéresser, mes 2 collègues qui sont là, puisque les enfants sont, particulièrement, suggestibles, hein, en fait, ils sont tout le temps en auto-hypnose si on les observe quand ils jouent, quand ils créent leur monde imaginaire, ils sont en auto-hypnose. On perd malheureusement cette capacité quand on devient adulte, donc les enfants développent cette capacité à partir de 3 ans pour atteindre un pic, vers, entre 8 et 12 ans. Et puis malheureusement, à l'adolescence, ça baisse et pour atteindre un niveau stable. Mais les adultes peuvent aussi, bien sûr, rentrer en auto-hypnose avec un peu plus d'entraînement peut-être. Beaucoup d'études ont montré un effet immédiat, notamment sur l'apaisement de l'anxiété et pas que sur la douleur aussi, mais là on parle surtout de l'anxiété. Moins d'études ont montré un effet sur le long terme, ce qui montre qu'il faut une pratique encore plus intense, mais une efficacité sur le long terme est tout à fait possible aussi. Alors, je vous parle beaucoup d'anxiété, mais pas de dépression jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'on sait de l'impact de l'hypnose sur la dépression? Bien, il y a aussi des études qui ont montré une réduction des scores de dépression dans plusieurs recherches, à la fois sur le deuil, la perte de sens, la fatigue chronique. Ici, alors qu'au niveau de l'anxiété, on peut parfois proposer l'hypnose comme seule approche, généralement pour la dépression, elle est plutôt proposée en complément d'autres approches psychothérapeutiques. Et là, à nouveau, il y a un manque voilà, d'études un peu plus robustes. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on propose ici au HUB et plus particulièrement à l'Institut Bordet? Un accompagnement par hypnose lors d'actes techniques et invasifs. Je pense aux biopsies, aux ponctions, à la réalisation d'IRM pour les patients notamment claustrophobes, aux soins de plaies douloureux, à la radiothérapie ORL qui nécessite une immobilisation, le port d'un masque, enfin, qui est très contraignant, lors de lavage broncho-alvéolaire, lors d'endoscopie et d'autres actes. L'hypnose permet quoi exactement? Tout d'abord la réalisation de l'acte, parce que parfois des patients, particulièrement claustrophobes ne veulent plus passer un IRM et donc ne sont plus en mesure d'assurer leur bilan oncologique ou ne souhaitent plus poursuivre la radiothérapie, heu, parce que le vécu a été particulièrement traumatisant. Donc ça permet déjà, la réalisation ou la poursuite de l'acte ou des traitements. L'hypnose aide à augmenter le confort du patient et ce que je vous expliquais, à prévenir le traumatisme qu'ils peuvent, vivre dans certains examens ou actes particulièrement complexes et là, je pense notamment au lavage broncho-alvéolaire qui peuvent être particulièrement difficiles. L'hypnose est également proposée pour, traiter ou pour agir sur l'anxiété anticipatoire par rapport aux traitements et aux examens, donc cette anxiété qui se présente avant quelque chose que l'on craint, que l'on redoute. Notamment dans la chimiothérapie, qui est souvent associée d'ailleurs à des nausées et des vomissements anticipatoires, où là, les séances d'hypnose vont surtout avoir pour but de détendre, d'apaiser la personne et surtout de l'amener ailleurs que là où elle est pendant le traitement. Pendant la radiothérapie aussi, et là je vous mettais des symboles de bulles de protection, c'est un exercice d'auto-hypnose, mais que l'on peut transformer en hypnose, qui est notamment de se couper de ce qui peut être stressant, de l'environnement stressant, en se plongeant dans une bulle. Et on propose à la personne de créer sa propre bulle. Elle peut être transparente, elle peut être opaque, on peut y mettre un fauteuil, on peut s'y ajouter un petit cocktail ou une couverture ou des bougies, enfin tout ce qu'on veut qui peut être agréable. Ça, par exemple, moi, la bulle, c'est ce que je fais quand je suis dans le métro et qu'il y a beaucoup de monde. Je me mets dans ma petite bulle. Ça m'aide un petit peu à m'éloigner et à créer une distance qui est en fait imaginaire, mais qui est certainement psychique. Il y a également, l'hypnose peut également agir sur les temps préopératoires et pré-examen, notamment avec des techniques hypnotiques d'exposition progressive ou qu'on appelle de futurisation. Ça, c'est lorsqu'on prépare le patient à un événement, à une étape qui risque d'être compliquée, en le plongeant en imagination sous un état d'hypnose à ce moment-là. Donc par exemple, heu, j'avais une patiente qui souffre d'un trouble anxieux généralisé, qui est claustrophobe, qui craignait une anesthésie dans le cadre d'une colonoscopie
Et donc, de prime abord, moi, je pensais qu'elle redoutait l'anesthésie, d'abord. Elle m'a dit: «Pas du tout». Et elle a répondu d'emblée à la deuxième question que j'allais poser: «Et je ne redoute pas du tout les résultats de l'examen non plus». Ce qu'elle redoutait, en fait, c'est le brancardier qui allait venir la chercher dans sa chambre et qui allait l'emmener dans l'ascenseur, dans son lit, parce que impossible pour elle de prendre l'ascenseur. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que sous hypnose, plusieurs fois, eh bien, on s'est projeté dans le moment où elle serait dans sa chambre, accompagnée d'un de ses proches. Qu'est-ce qu'elle ferait pour s'apaiser déjà à ce moment-là? Qu'est-ce qu'elle ferait quand le brancardier ouvrirait la porte de sa chambre? Est-ce qu'elle lui parle? Est-ce qu'elle lui nomme son anxiété? Est-ce qu'elle s'accroche à son sourire ou à quelque chose de physique qui peut être agréable? Alors je ne dis pas que c'est que sous l'hypnose, parce qu'il y a aussi tout un travail de préparation mentale qu'elle a pu faire, et d'un Xanax qui est bienvenu aider aussi, bien sûr, hein, c'est pas miraculeux, mais ça lui a permis de réaliser sa colonoscopie et de supporter tout ce trajet. On peut vraiment accompagner le patient dans toutes ces étapes. Donc ça demande à nous aussi, par exemple, en tant que psychologue, d'être bien informés, par exemple, quand c'est euh, voilà, des examens qu'on connaît moins bien, ben, parfois ça nous demande d'appeler un médecin, lui dire: «Vous savez nous expliquer comment ça se passe, c'est exactement une ponction hépatique? Qu'est-ce que le patient va devoir faire? À quel moment? Est-ce qu'il doit bloquer sa respiration?» Parce que il faut préparer le patient à toutes ces étapes-là, donc ça lui permet vraiment déjà d'utiliser des stratégies en avance. Dans une technique qui s'approche un peu de ça aussi, on peut proposer l'hypnose pour gérer l'anxiété autour des bilans oncologiques, et notamment avec une technique qui s'appelle le Stress Inoculation Training, qui est en fait une méthode thérapeutique d'exposition, là à nouveau progressive, à des situations stressantes, tout ça dans un cadre sécurisant. Donc c'est un peu à l'instar d'un vaccin qui va donner une petite dose de l'agent pathogène pour permettre à notre corps de développer une immunité par rapport à cet agent. En fait, c'est la même chose, c'est une sorte de vaccin émotionnel ou psychique qui va préparer le patient à supporter l'anxiété qu'il va ressentir. Et donc là, ça c'est par exemple des exercices que l'on fait en groupe. On va proposer au patient de se plonger dans le moment de la salle d'attente où il attend l'oncologue qui va venir le chercher pour lui annoncer les résultats du bilan oncologique. Et donc, on plante le décor avec le patient. Donc, on parle de la salle d'attente, on parle des écrans de projection. À l'époque des brochures, on n'en a plus trop, il y en a encore un petit peu. Des sons, enfin voilà, on plonge vraiment dans ce décor que le patient va retrouver, et de voir l'oncologue qui vient chercher d'autres patients, hein, qui vient toujours pas chercher le patient qui est très anxieux. Et on va l'entraîner à mettre en pratique des stratégies en direct, sous hypnose, pour gérer ce moment, sur base évidemment de séances précédentes. On a transmis des techniques, et ça part notamment des exercices de respiration aussi. Donc c'est aussi des stratégies de distraction qu'ils vont pouvoir utiliser à ce moment-là. Toutes ces techniques dont je viens de vous parler sont réalisées à la fois en hospitalisation, durant les actes, et en consultation, mais on a également l'hypnose qui est proposée dans le cadre d'autres interventions, notamment lors de groupes de soutien qui sont destinés à tous les patients de l'Institut, qu'ils soient pendant les traitements ou après, où on transmet un certain nombre de techniques dont l'hypnose en fait partie. On a également des groupes centrés sur la régulation émotionnelle pour des patients pris en charge pour un cancer chronique, où l'hypnose est vraiment le fil rouge de toutes les séances. Il y a également des groupes d'hypnose en ligne qui sont gratuits, qui sont proposés en collaboration avec le centre de psychoncologie, 2 fois par semaine, une demi-heure. Là, il n'y a pas d'idée d'échange avec d'autres patients, donc pour ceux qui sont un peu réticents à l'idée de rencontrer d'autres patients, ce n'est pas du tout l'objectif. Tout le monde se connecte à une même heure. Il y a un exercice d'hypnose qui est proposé, puis un petit cours débriefing sur l'exercice, mais donc il n'y a pas d'échange sur la maladie pour ceux qui ne souhaitent pas ça. Et puis on a développé une plateforme sur laquelle les patients peuvent se connecter pour retrouver des capsules vidéo avec du matériel psychoéducationnel et des podcasts d'hypnose pour pouvoir pratiquer à la maison. Quelques témoignages des patients, parce que je trouve que finalement, dommage, j'ai pas un vrai Alain à vous montrer, mais je trouve que quand ce sont les mots des patients, leur discours, c'est d'autant plus parlant. Une patiente qui a notamment été accompagnée lors d'un acte invasif disait: «J'ai rencontré la psychologue avant la ponction. Nous nous sommes accordés sur un détail, une image. Pendant l'acte, elle a démarré, et avec un moment de relaxation corporelle, et elle a ensuite évoqué cette image, et j'ai commencé à me détacher totalement du contexte. J'étais ailleurs. C'était un moment où je n'étais plus dans la solitude, quelqu'un m'accompagnait, la présence bienveillante, rassurante, être comprise dans mes états d'âme, la voix rassurante.» On voit aussi la notion de présence, combien elle peut être importante. Dans le cadre de groupe, là, c'est une de mes patientes qui avait transmis son témoignage à l'issue des groupes. Ici, les exercices d'hypnose lors des séances ainsi que l'application m'ont aidé à me relaxer dans les moments de stress et à retrouver un esprit calme, même dans ces moments difficiles. Je les utilise toujours. Je vous laisse lire les autres témoignages si vous le souhaitez, vous pourrez les retrouver.
Et si je veux aussi que vous repartiez ce soir chez vous à la maison avec quelques notions synthétiques, donc l'hypnose est un outil complémentaire validé et recommandé en oncologie intégrative. Elle est particulièrement utile pour aider les patients ou patientes à gérer leur anxiété pendant les procédures de mise au point diagnostique et de traitement. Mais je vous l'ai montré, pas uniquement, pour aussi gérer la dépression et à bien d'autres phases de la maladie. Elle est facilement applicable par les soignants, mais ça c'est vrai que j'en ai pas parlé. Elle nécessite une formation spécifique. On n'improvise pas l'hypnose voilà, comme ça demande quand même une formation. C'est une intervention qui est généralement courte, efficace, à faible coût et qui entraîne peu, ou je vous disais, voire pas d'effets indésirables. Elle nécessite de réfléchir, il y a une nécessité par contre au niveau clinique de réfléchir encore à son implémentation dans les parcours de soins intégrés et puis au niveau scientifique, là je vous l'ai rappelé plusieurs fois qu'il y a clairement une nécessité de développer, plus de RCT rigoureux et je pense que dans les limites que vous avez mentionnées pour le yoga, je pense qu'on peut quasiment retrouver les mêmes pour l'hypnose. Donc je trouvais qu'ils étaient super bien résumés. C'est tout ça qu'on doit améliorer dans la recherche aussi. Merci beaucoup.